Salut. Non, c'est moi qui ai mis le micro sur off. Salut. Bonsoir. Bonsoir, mon commandant. Ça va? Bien, merci à vous. Il y en a qui vont à la sieste encore. Une petite angine de passage. C'est bien ça. Ouais, Ça va. ça va. Quoi de neuf? Disons que ça roule un petit peu. Je ne sais pas si vous me reconnaissez, mais je suis la personne qui avait un nom avec une écriture difficile à lire. Je parlais de triangle des vitesses et il y avait Monsieur Molade qui n'avait pas compris le, le sens de ma question. Ben, je pense qu'on n'a toujours pas compris le sens de la question. Oui, je vous ai dit juste que j'étais toujours au point des triangles des vitesses. J'ai pas avancé depuis. Et quelle est la problématique avec le triangle des vitesses? C'est juste que je suis en théorie et je suis resté la théorie, c'est tout. Ben, c'est à ça que ça sert, Hmm. la théorie. Mais je suis ravie, très honorée de participer à ce live. C'est très enrichissant et merci beaucoup. Ben, c'est bien. On va se pencher sur la question des triangles des vitesses. Inch'Allah, Inch'Allah, merci. Ok. Sinon, pas de questions sur des expériences ou de la truc? Non? Il y a eu une phase où j'étais out, donc On pour le t'entend de moment, loin. j'ai pas été. On t'entend de très loin. Je ne sais pas si tu as un kit. Non, non, c'est mon téléphone qui était loin. Ok, Je vous ai dit que je vais reprendre bientôt, Inch'Allah, il y aura plusieurs questions à poser. ok, ok. Avec plaisir. Merci beaucoup, merci. Salut, salut. Au revoir. Oui, Boutef, 94. C'est-à-dire la fiabilité sur les 737 MAX. Ben, c'est des avions qui ont commencé comme tous les avions avec des petits problèmes. Enfin, des petits problèmes. Celui-là, il en avait un gros, mais bon. Ça a été rétabli depuis et c'est des avions qui évoluent dans le monde d'une façon de plus en plus sûre, c'est tout. Ils sont fiables, tout autant que les autres avions, ouais, pas de problème. Oui, le problème du MCAS, mais c'est résolu là. Ce problème, là, ça a trouvé ses solutions et cet avion est opérationnel, il est de plus en plus acheté, voilà, il évolue partout. Et on n'en a pas entendu parler d'autres problèmes depuis les malheureux événements qui ont eu lieu, quoi. Oui, mais bon, Air Algérie, c'est comme les autres compagnies, elles commandent ce qui est bien pour elles, et bon, pour l'instant, donc, bah, c'est ce qu'ils avaient trouvé, hein.
37 max, parce que les 37-800 ne se font plus, du moins à la chaîne. Donc voilà. Mais je pense que les gens ne devraient pas s'inquiéter pour autant, pour ça. Lord, Lord say, Al-Khair, Captain. salut, ça va Comment Lies? vas-tu? Ça va? Ça va et toi? J'ai une petite question, Captain. Elle est, elle est philosophique. Ah, tu sais, la philosophie, là, pas Bon, trop, trop de liée billes. avec l'inquiétude des passagers. Ouais. Pourquoi l'individu qui voyage au grand maximum 2, 3 fois par an dans sa vie, il va s'inquiéter d'une problématique qui est un peu connue sur un type d'avion. Alors que celui qui passe son temps à voyager, celui qui passe des heures et des heures de vol euh, en corporate ou là en tourisme ou là, je sais pas, il s'inquiète moins que celui qui voyage rarement. Alors, ben, je vais te répondre hein, simplement. La réponse est dans ta question. Oui, La elle réponse. est, Alors, laisse-moi terminer. mais, Tu sais même pas, tu dis oui, tu sais même pas ce que je vais dire. vas-y. Tu dis oui, mais tu sais pas ce que je vais Non, dire. goûte-les la réponse, elle est dans ta question, goûte-le que Oui. oui, mais elle est Non, nuancée. non, mais tu Elle est sais pas ce que je nuancée. voulais. Qu'est-ce que je voulais dire? Vas-y, qu'est-ce Vas-y, que je vas-y. voulais Allez, dire? je t'écoute, Captain, je Là, t'écoute. qu'est-ce que je Vas-y. voulais dire? Regarde, tu me dis oui. Ça veut dire que tu as L'habitude, compris ce que j'allais tu, dire. je me tais. Non, c'est pas une question de se taire. Tu me dis oui. Pour moi, ça veut dire que tu as compris ce que j'allais dire. Alors, maintenant, je te pose la question, qu'est-ce que j'allais dire? Tu vas me dire, oui, Non. Je t'ai dit la réponse. Ta réponse est dans la question, c'est-à-dire que tu as parlé d'individu. L'individu, c'est normal qu'il s'inquiète. Et tu me dis, ceux qui voyagent le moins s'inquiètent. Eh bien, ceux-là, c'est des gens conscients. Ceux qui voyagent le plus, tu peux les prendre pour des inconscients si tu veux. Mais la différence, ça ne veut pas dire ceux qui voyagent beaucoup et sur tout type d'avion connaissent un petit peu les tenants et les aboutissants de ces avions-là. C'est qu'ils sont contraints et obligés de voyager, et c'est tout. Ceux qui se posent des questions, c'est leur droit. C'est des individus, comme tu as dit, ça veut dire qu'ils sont dotés c'est-à-dire ils sont individuellement simples, ils sont dotés d'inquiétude par rapport à ce qui leur arrive quand l'avion quitte le sol, et que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de quitter le sol comme ça. Tu as compris ce que je veux dire ou là je speak C'est, philosophiquement encore? là, j'ai compris. Et c'est pas du tout ce que j'avais compris au début. Voilà, mais c'est pour ça que je t'ai dit, ne va pas vite en besogne. Parce qu'en en fait, quand tu disais la réponse, elle est dans la question, c'est que c'est vrai que c'est un peu nuancé quand on prend un peu de recul et on parle d'habitude de celui qui est habitué et celui qui ne l'est pas. Oui, ça, C'est tout. une fois que tu parles d'individu, terminé. Terminé, oui. L'individu, il est complexe. Il est influencé par son entourage, par sa culture, peut-être sa religion, etc., etc., etc. Donc il est complexe, l'individu. Et d'un individu à un autre, tu vas trouver des comportements, mais totalement différents. Il y en a qui vont de la simple inquiétude jusqu'à ceux qui vont faire aller vers le complotisme et dire... Oui, exact. donc voilà, donc ça ne demeure que des individus. Et il faut les écouter, il y en a qui demandent des thérapies, il y en a qui nécessitent plutôt des thérapies, il y en a qui nécessitent peut-être une écoute seulement, Mhm. et c'est tout, hein. Mais ceux qui voyagent pas, pas beaucoup, ça, ils ont tout à fait le droit de s'inquiéter. Ils ont, mais alors là, tout à fait le droit. Et ceux qui voyagent le plus, peut-être qu'ils n'ont pas le temps de s'inquiéter de quoi que ce soit, puisqu'ils sont pressés de faire ce qu'ils ont à faire quand ils voyagent. Et c'est tout. Donc,
Moi, je trouve que c'est même pas philosophique entre nous ce que tu as posé comme question. Bonsoir à tous. Dans son développement. Bonjour, Mourad. Moi, ce que je pense aussi, pour rejoindre ce que dit Nourdine, c'est surtout que moins on connaît quelque chose, plus on y met des trucs soupçons. fantasmagoriques, des trucs fantasmagoriques. Quand on entend des gens qui, comme vous disiez, voyagent de temps en temps, يقول لك الطياره حبطت 1000 متر وطلعت machin ou le pilote كان يدير la vitesse, c'est-à-dire on est dans la fantasmagorie la plus totale. Et donc ce type de personnage est beaucoup plus sensible à ce qui peut se dire un peu n'importe où sur tel ou tel avion sans même savoir ce que c'est que le MCAS, ni même les tenants, les aboutissants de ce qu'on appelle l'alpha flore ou que sais-je encore. Et donc le gars, il entend des trucs, il connaît rien et il s'affole. Il s'affole. C'est comme ça qu'on manipule les opinions aussi. Hein. Alors que le gars qui voyage souvent, etc., il relativise. Même s'il n'en connaît pas plus, il sait que comment dirais-je, statistiquement, il n'y a pas de problème. Donc, mais c'est vrai que, voilà, par exemple, il y en a un qui dit pourquoi y a-t-il tant de problèmes sur le 37-800 ? Il n'y a pas de problème sur le 37-800, comme il n'y a pas de problème sur le 37 Max. Il y a eu des problèmes qui sont très complexes, qui sont plus compliqués à expliquer à des gens qui connaissent pas forcément le sujet. C'est un peu complexe à expliquer. Il y a eu une erreur de la part de Boeing. Boeing en a payé les conséquences. Mais bon, quand on va expliquer à quelqu'un ce que c'est que la tendance d'un avion à décrocher, etc., quand le gars il sait même pas ce que c'est que le décrochage, c'est un peu difficile. Voilà. Exactement. Ça va, JB? Encore une question là. Vas-y. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse commettre, moi je ne qualifie pas ça comme une erreur, mais qu'est-ce qui fait qu'on puisse commettre une allusion entre l'atterrissage sur une piste et l'atterrissage sur le taxiway? Ça s'est déjà produit. Il y a il y a eu déjà des atterrissages sur des taxiways. Et comment on peut arriver à atterrir sur un taxiway et croire que nous sommes sur une piste? C'est encore une fois. Vas-y, tu veux répondre, JB, ou. Vas-y. Vas-y, je sais qu'on va répondre la même chose. Écoute, le gars qui atterrit sur un taxiway, on va pas lui donner des excuses ni rien. Le gars, il vient, il se présente en finale, et il s'est posé sur un taxiway. D'abord, il faut voir dans quelles conditions il s'est posé sur ce taxiway. Est-ce qu'il était contraint de le faire ou est-ce qu'il a fait une erreur? Il peut se produire qu'il ait fait une erreur. Si ça lui semblait exactement comme une piste, il y a des taxiways qui ressemblent à des pistes. Que veux-tu que je te dise à ce niveau-là, au niveau de ce gars-là qui fait ça? Quand tu me dis qu'il y en a plusieurs, d'abord il faudrait prouver qu'il y en a plusieurs. Ça compte sur les bouts. Oui, c'est pas tous les jours. Je dis pas qu'il y a tous les jours un atterrissage sur un taxiway. Ouais, mais c'est ce que je dis. Donc ça peut être, par inadvertance, une erreur d'appréciation, une erreur de pilotage, une erreur de ce que tu veux. Mais il y a toujours une enquête qui est suivie de ça pour voir pourquoi, le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment, le gars s'est posé sur le taxiway. Maintenant, s'il a été contraint de le faire, ça c'est une autre paire de manches. Ça, c'est un autre sujet. Et intrinsèquement, il s'agit d'un incident, un incident grave, très bien. Cet incident, encore une fois, comme tout accident ou incident aéronautique, et même dans la vie de tous les jours, ne peut se produire que quand il y a une conjonction d'anomalies, d'erreurs, de dysfonctionnements, etc. Si on prend les choses dans l'état normal, où le gars fait une approche ILS, il est sur le localizer, il est sur le glide, il est impossible, sauf à penser que le gars lui-même sort volontairement du faisceau du localizer et va se poser sur un taxiway. Il est inconcevable que l'avion puisse se poser sur un taxiway. Très bien. C'est improbable. Si maintenant, inconcevable, c'est inconcevable.
Si maintenant le gars se trouve, il y a une panne de l'ILS, une météo tangente, il n'a pas beaucoup de carburant, machin, et il cherche à trouver la piste, la visibilité est mauvaise, etc. Et quand il voit devant une bande de goudron, il pense que c'est la piste, manque de peau, c'est le taxiway. Mais ça veut dire qu'il y a eu toute une conjonction d'événements qui ont fait qu'on en est arrivé là. En plus de ça, il faut voir que même au sein même de l'équipage, il y a dû y avoir forcément un dysfonctionnement. C'est-à-dire que même s'il y a un des deux pilotes qui fait une erreur, qui fait une confusion visuelle, l'autre devrait ne pas la faire ou le corriger, etc., etc. Donc, nous qui sommes des professionnels qui avons volé pendant des années et des années, on sait pertinemment que pour qu'un truc comme ça se produise, il faut vraiment qu'il y ait toute une conjonction d'événements Réunis. absolument. Donc c'est quelque chose qui est rarissime. Moi j'ai vu une fois un avion étranger, c'était un avion russe, un militaire russe à l'époque lorsqu'il faisait le pont aérien sur l'Angola. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a des années et des années, quand l'Angola était en guerre contre la Rhodésie à l'époque, etc. Il y avait un pont aérien où ils amenaient des armes de Moscou, ils faisaient escale à Alger, ils redescendaient sur l'Angola. Il y en avait un qui avait failli se poser sur le terrain désaffecté de Rigaya. Voilà. Parce que les gars, ils n'avaient pas l'habitude de tout ça. Ils n'étaient pas habitués à voler à l'étranger. Ils comprenaient pas la radio, etc., etc. Et ils avaient certainement des instruments qui n'étaient pas totalement compatibles avec les instruments occidentaux, etc. Bon. Mais Il a eu la piste en vert. Voilà, le gars, il a vu. Il y en avait un, il était avant d'hélice. Il croyait qu'il était à Alger et il a demandé à descendre. Il s'est pété la montagne parce que il y avait entre lui et Alger, il y avait la montagne. Bref, bon. Mais tout ça, c'est vraiment des cas rarissimes. Si tout fonctionne bien et si l'équipage fonctionne bien dans sa tête, ça peut pas se produire. Voilà, c'est tout. Bon, yes. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On est en vacances toute l'année, pas de problème. Je tends la perche là, je tends la perche. On est tout le temps en vacances, on est tout le temps en vacances. ملاحة ملاحة بصحتكم بصحتكم. Profitez bien. À très bientôt. Au revoir. Salut, yes, salut, salut. Ça va, JB? Ça va, pas de problème. J'ai eu Gérard, il est à l'écoute. Pardon? J'ai eu Gérard, il est à l'écoute normalement. Ah, Gérard, d'accord. j'ai eu Gérard, je t'ai dit. Ah, d'accord. Il va bien? Ça va, oui, il va bien. Il avait un petit souci de santé. Je vais peut-être trouver un moment pour y aller au mois de novembre, au mois de septembre, peut-être, hein, je sais pas. Je suis pas sûr parce que je suis pas sûr de mon programme encore. Ouais. Alors. Pourquoi tu te précipites, Nadir Car, lui, de posant question sur le tea time? Le tea time n'est jamais à 17h20. Non, le tea time, c'est pas 17h20, c'est un peu plus tard. C'est là, est-ce que vous parlez seulement Deux horaires. J'ai le thé tôt et le thé tard. Deux horaires, alors ça dépend. Ouais. On parle d'aviation, on parle d'aviation et de compagnie aérienne. Qu'est-ce que tu veux savoir sur les compagnies en Algérie? Je ne sais pas. Il y a deux compagnies aériennes en Algérie. Il y a Air Algérie et Algérie domestique. Ex-Tassili. Alors, le fly-by-wire, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une bonne chose? Bien sûr, c'est une bonne chose. C'est un concept qui est très important parce qu'il permet à l'avion de ne pas être manœuvré au-delà de ses limites. Alors, je vais essayer d'expliquer le principe. Un avion, pour être en sécurité, il doit évoluer dans un repère qu'on peut matérialiser par vitesse et facteur de charge étant le poids apparent divisé par le poids réel de l'avion. Toutes les fois que l'avion fait une manœuvre, ou bien qu'il subit de la turbulence, etc., son poids apparent augmente. Très bien.
Et donc, on définit pour un avion ce qu'on appelle le domaine de vol, lequel domaine de vol est limité à gauche par la courbe donnant la vitesse de décrochage pour un poids donné. Ensuite, on a une autre limite qui est le facteur de charge maximal qui est à respecter, c'est-à-dire ce facteur de charge pour les avions de ligne, c'est 2,5, plus 2,5, c'est-à-dire que l'avion ne doit jamais être manœuvré de manière à avoir à subir que plus 2,5 G. Très bien. Ensuite, à droite de ce domaine de vol, il y a les vitesses maximales, la VD, etc. Et lorsqu'on est en G négatif, l'avion, pareil, est limité à gauche du domaine par la vitesse de décrochage en G négatif et un facteur de charge maximal négatif qui est de moins 1. Très bien. Donc, on a donc un ensemble de valeurs vitesse, facteur de charge que l'avion doit observer pendant tout son vol. Très bien. Avant le fly-by-wire, une manœuvre des pilotes pouvait amener l'avion à sortir de ce domaine et à donc se mettre en danger, soit décrocher parce qu'il avait une vitesse trop faible, soit excéder le facteur de charge normal en opération, soit excéder la vitesse maximale, etc. Ça, c'est pour le diagramme de vol en air calme. Et il existe également un diagramme de vol en air turbulent qui, pareil, définit un certain nombre de valeurs limites que l'avion ne doit pas dépasser. Et encore une fois, sur les avions à commande de vol classique, eh bien, les pilotes, lors d'une manœuvre, pouvaient excéder ces manœuvres et donc mettre l'avion en danger. Ce que le fly-by-wire a amené, c'est tout simplement que lorsque le pilote fait un input, une commande sur les commandes de vol, cet ordre que le pilote donne au travers des commandes de vol est analysé par un ordinateur et lequel ordinateur va éventuellement atténuer l'input du pilote de manière à éviter à l'avion de sortir donc du domaine de vol et donc de rentrer dans une phase difficile. Un exemple très simple. Sur Airbus, comme sur d'autres avions avec un fly-by-wire, on est là, on est en vol, on dit tiens, je vais tirer sur le manche jusqu'à faire décrocher l'avion. On tire sur le manche, qui normalement sur un avion classique, et on arriverait au décrochage, mais là non. L'avion va limiter le pitch angle, l'angle de l'assiette, et les moteurs vont accélérer, de sorte que l'avion sera maintenu hors du décrochage, à la vitesse minimale, mais hors du décrochage. On n'arrivera pas à le faire décrocher. De la même manière, quand on est à vitesse élevée, on n'arrivera pas à excéder 2,5 G, etc., etc. Voilà ce que fait le fly-by-wire. Il empêche les erreurs de manœuvre qui pourraient amener l'avion à sortir du domaine de vol pour lequel il est calculé. Voilà. Donc il n'y a pas à dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. C'est un moyen d'envisager la sécurité du vol. C'est pas le moyen ultime parce que on peut toujours trouver une situation dans laquelle le système d'ordinateur qui va éventuellement limiter le mouvement demandé par le pilote va faire que le pilote ne pourra pas éviter quelque chose qui va, par exemple une collision ou un truc comme ça. Il y a toujours cette possibilité. Elle est très très faible. Mais il y a toujours cette possibilité. C'est une probabilité qu'il faut prendre en considération. Et donc le fly-by-wire, de toute façon, c'est devenu la norme. Après, derrière ça, il y a une autre philosophie qui se met, c'est soit on a le side stick, comme sur les Airbus, où on a donc un petit manche, un mini-manche, qui ne reproduit pas les efforts que l'on a à faire pour faire une manœuvre, excepté le fait que l'effort est d'autant plus grand que le débattement du manche est important. Et vous avez la philosophie Boeing qui fait que les Boeing, même en fly-by-wire, ont toujours le yoke, donc le manche à balai, et que là, on a
la sensation, les efforts à faire dans le manche qui sont reconstitués pour partie. Une partie de l'effort qu'il faudrait faire est reconstituée dans le manche. Et enfin, la particularité du truc, c'est que les deux manches fonctionnent en même temps. C'est-à-dire que quand le commandant fait un mouvement sur le manche du copilote fait exactement la même chose. Ce qui n'est pas le cas sur le joystick. Mais hormis cela, le principe reste le même, donc de protéger l'avion, de l'empêcher de sortir du domaine de vol dans lequel il est en sécurité. Voilà. Dans l'enveloppe. Salut Farid. Salut les amis. Salut JB, salut le chat. J'imagine que tu es Alger, non? Non, non, non. Non, non, Ah, non. ok. Je t'ai dit, mes partenaires sont pas présents. Ah, ok. Mais je vais y aller, je vais monter, c'est clair. Ça va? Laurent Martin 750, est-ce qu'un A400M peut être converti en avion présidentiel? Tous les avions peuvent être convertis en avion présidentiel. La preuve, le Qatar, ils ont, je pense, le A400M et ils l'ont le parc présidentiel. Mais bon, c'est un avion qui est destiné à faire du cargo en général ou bien du transport de troupes. C'est possible, pourquoi pas. Oui, et ça, le seul intérêt, ça serait de pouvoir amener un président sur un terrain Exact. difficile ou cocasse, voilà, c'est tout. Mais sinon, la 400M, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Hein. Exact. Alors QR, Qatari a mis au sol tous les 737 MAX pour revenir au A321. Ça, il faudrait confirmer ça. Hein. Donc, c'est pas encore dit. Moonlight, bonjour Captain, on est collègues. Et s'ils le feront, c'est pour justement revendre les 37. Parce qu'ils ont la faculté, ces compagnies de 5e, des Five Stars, de faire des achats compulsifs et impulsifs à la limite, et ensuite revendre ce qu'ils ont. Voilà, ils vident le marché pour mieux le répartir à un moment donné. C'est du business. Oui, Zerouk. 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 Allô? Bon. Allô? Bon, apparemment, il est monté par inattention. Il sait même pas qu'il est monté. Il sait pas qu'il est monté. Ah ben voilà, il y a un avion qui fait des tours de piste, juste au-dessus. Est-ce qu'on peut Ça fait considérer encore les tours de piste. Bah oui. Oui, c'est l'aéroclub. C'est l'aéroclub qui est pas Oui, loin. ok. Il y a un aéroclub qui est pas loin. Sinon, à ton époque, JB, à votre époque, à vos époques tous les deux, bon, et il n'y a pas eu immédiatement les, les autopilotes. Et il n'était pas évident, bien évidemment, parce que quand on considère que bon, un avion, c'est quand même assez dur à faire voler, du fait que si on n'a pas assez de puissance, on tombe. Si on a trop de vitesse, on casse. Euh, et bon, tout cela aujourd'hui, bon, c'est une bulle, je veux dire. Bon, c'est avec les commandes électriques et tout est contrôlé. C'est l'autopilot qui contrôle tout ça. L'avion vole tout seul réellement. Est-ce que vous avez eu des difficultés, sinon sans autopilot, à faire voler correctement, sans incident, les avions de l'époque? Moi, pour ma part, qui ai volé que sur ces avions-là, j'ai jamais eu de difficulté particulière. On avait des autopilotes qui étaient limités. Les autopilotes qu'on avait, il fallait leur dire, par exemple, un exemple très simple, la montée. La montée, ils ne faisaient pas ce qu'on appelle la vertical navigation. Ils ne le faisaient pas. Le binav. C'était la VNAV, on faisait pas. Ils faisaient pas. Ils faisaient que la LNAV et encore la lateral navigation. Ouais. Donc quand on montait, bah, on décollait, bon, hein, on mettait l'avion, quand on avait rentré les volets, etc., l'avion était en lice, on mettait l'autopilote sur marche, et là, on réglait le pitch, on réglait l'assiette de l'avion pour garder une certaine vitesse, pour avoir la vitesse de montée qui était calculée. Évidemment, c'était beaucoup moins
sophistiqué que maintenant parce qu'on montait, par exemple, toujours à la même vitesse. On croisait toujours à la même vitesse parce qu'on n'avait pas de moyens de calcul qui nous auraient permis d'optimiser la montée, la croisière, la descente, comme c'est le cas maintenant avec le cost index. Donc, on pilotait notre avion au travers du pilote automatique. On lui donnait l'assiette qu'il fallait. On vérifiait régulièrement que la vitesse qu'on voulait obtenir, on l'avait. Sinon, on reprenait légèrement le réglage, etc. Quand on arrivait presque au niveau de croisière, on avait une alarme qu'on avait affichée qui nous disait 1000 pieds avant. À ce moment-là, on diminuait le taux de montée de l'avion de manière à le faire tangenter l'altitude de croisière. Et quand on arrivait à l'altitude de croisière, on engageait un petit bouton qui était l'altitude hold, et l'avion maintenait l'altitude à laquelle on l'avait amené, nous. On n'avait pas fait... On avait un petit cadran où on affichait l'altitude à laquelle on devait monter, mais c'était juste un pense-bête. Il ne donnait pas d'ordre au pilote automatique. Après, une fois en croisière, et pendant tout le vol de toute façon, au niveau de la trajectoire, etc., on était obligé de régler des radios, des VOR ou des ADF et quoi, et donner à l'avion les bons caps, et éventuellement, quand on était sur VOR, on pouvait utiliser la fonction VORLOC qui permettait d'intercepter et de suivre une radiale VOR. Mais à chaque fois qu'on changeait, quand on pensait à passer un waypoint, etc., il fallait changer les moyens radios et faire tourner l'avion, etc. Et la descente, c'était la même chose. C'était nous qui décidions, on calculait la descente, le point de descente, et quand on voulait mettre l'avion en descente, on coupait le maintien d'altitude, on mettait physiquement, on donnait l'ordre au pilote automatique de descendre selon l'assiette que l'on avait décidé pour la vitesse de descente voulue, on surveillait exactement de la même manière. Ça veut donc dire qu'on avait un pilote automatique, mais ce pilote automatique, il fallait souvent, sans arrêt, lui donner des ordres pour lui dire, il maintenait ce qu'on lui avait dit de faire. Alors que maintenant, les pilotes automatiques sont autonomes par rapport au plan de vol, ils font la VNAV et la LNAV. Voilà. Il arrivait aussi que quand on volait sur les old cockpits du Fokker et qu'on faisait des Fokker 27 et qu'on faisait dessus, il nous est arrivé aussi d'être lâché par l'autopilot. Bon, tu me diras, c'était un avion qui prenait 40 places, donc il n'était pas tellement lourd, mais on se tapait le reste à la main, quoi. Bon, à part les petits désagréments du pitch, de ceci, de rétablir et tout, ça se passait très très bien. Mais il faut savoir aussi que sur le 37, on avait le CWS, donc pilotage par transparence sur l'autopilot. On pouvait faire bouger cet avion, faire descente, monter, et donc on pilotait par transparence sur l'autopilot. Fais-moi rappeler, le 27, il n'y avait pas d'automanœuvre. Non, sur 727, on avait ce qu'on appelait un combiné d'évolution. C'était un petit bouton qu'il y avait au milieu, entre les deux pilotes, et qui nous permettait d'incliner l'avion et de jouer sur le pitch. Donc on pouvait jouer sur le pitch et le roll. Et un point très important, par exemple, quand on volait en haute altitude, où on était éventuellement limité en angle de roulis, enfin en angle d'inclinaison, du fait du poids de l'avion et à haute altitude, eh bien, je reboucle sur ce que j'ai dit par rapport au fly-by-wire, eh bien, quand on devait faire un virage à très haute altitude, eh bien, il fallait faire attention à ne pas excéder l'angle maximal de roulis, parce que l'avion, lui, si par exemple, on changeait de cap, on faisait une altération de cap, mettons, de 90 degrés, quand on était au niveau 370 ou 390, eh bien, l'avion, lui, il prenait une inclinaison qui était fonction non pas ni de l'altitude, ni du poids, ni de rien du tout. Il prenait une inclinaison qui était fonction de la différence entre le cap actuel et le cap visé. Et il pouvait nous mettre à 28 degrés d'inclinaison, et 28 degrés d'inclinaison pouvaient éventuellement nous faire décrocher à cette altitude. Donc, il nous fallait, quand on devait faire des virages à haute altitude, au lieu d'utiliser le bouton de cap et de faire varier, de laisser au pilote automatique le choix de l'inclinaison, nous étions obligés de faire tourner l'avion avec ce combiné d'évolution en ne donnant une inclinaison que de 10 ou 15 degrés, de manière à éviter le décrochage à haute altitude. Voilà.
Le dispositif ne servait à rien, quoi. Non, il servait, mais c'était nous qui devions être vigilants pour ne pas que l'avion, du fait du côté un peu primaire du pilote automatique, pour que l'avion ne se mette pas lui-même en danger, tout C'est la simplement. main, quelque part, ça, Farid, en quelque sorte, c'est la main du pilote qui a été, si tu veux, qui a remplacé ce qu'on appelle communément maintenant les computers. Les computers, quand ils discutent avec l'autopilot, ils donnent des inputs. Quand le pilote touche un side stick ou un yoke avec fly-by-wire, il va tourner par exemple à droite. À droite ne veut pas dire 30 degrés. Lui, il va faire un calcul empirique pour donner 26,5, 22, quelque chose et tout. La main a été remplacée par ces computers. Et c'était un moyen qu'on utilisait sur 27. Je me rappelle, moi, j'ai pas fait long feu, enfin longtemps sur 27, mais c'était un moyen qui nous aidait largement parce que c'est un avion qui était quand même assez grand et lourd à manipuler. Et il suivait très bien les ordres du pilote quand il lui donnait ses impulsions à la main, manuellement, pas à travers des computers comme aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était nous qui devions savoir dans quelle Exactement. situation on se trouvait, est-ce qu'on était proche du décrochage. Par exemple, je prends un exemple. Lorsque nous décollions de Damas, par exemple, on décollait de Damas à pleine charge. Pleine charge, le terrain de Damas est en altitude, il fait chaud, on décollait de Damas et on devait passer le point Abbas, qui était un point à l'est de Damas, je me souviens plus, c'était 205, au niveau 250, ou, enfin, on était restreint en altitude. Il nous fallait gagner de l'altitude sur une distance. Bon, il nous fallait donc monter au best angle, à la vitesse de best angle of climb, du meilleur angle de montée. Donc on décollait et on volait aux alentours de la vitesse de finesse max, donc qui se situe aux alentours de 210, 220, 230 nœuds en fonction du poids et de l'altitude. Mais à ces vitesses-là, si on rencontre de la turbulence ou quoi, on peut très bien avoir l'avertisseur de décrochage qui se met à gueuler, hein, parce Ouais. on est vraiment un peu à la vitesse, on n'est pas loin du décrochage. Okay, donc, il nous fallait être très vigilants pendant la montée parce qu'on était lourd. On devait calculer donc notre vitesse, la vitesse de pente max, de manière à ce qu'on soit en sécurité tout en gagnant l'altitude que nous devions gagner sur la distance qui nous était imposée. Or que maintenant, ben, le même truc est fait. Vous rentrez dans l'autopilote, vous lui dites 250 nœuds, niveau 250 à tel point, et ben lui, il va automatiquement adopter la vitesse qui va bien et il va l'adopter tout seul. Et il fera attention à ce que tous les paramètres soient respectés et que la marge de sécurité soit respectée. Mais à l'époque, on était obligé de le faire, nous, voilà, tout simplement, voilà. Attends, Sinon, Charlie Alpha, Charlie Alpha, hier à Warbla, a ben, terre landed without nose wheel. Sans euh, roulette de nez. j'en ai Atterri pas sans la entendu roulette de nez. parler. J'en ai pas entendu parler. Je suis en train J'en de ai pas voir entendu s'il y a parler quelque moi aussi. chose. Je suis en train de voir s'il y a quelque chose dessus. Non, il n'y a rien pour l'instant. Hier, on était quoi? On était le 3. Hier, on était le 3, absolument. Bah non, il n'y a rien pour l'instant. Bon, ben là que ça n'a pas été mis, mais je vais me renseigner pour cette histoire. Ben là que ce n'est pas un without noise steering, ben là il a dû faire un roulis charolais, un freinage un petit peu intempestif, et c'est tout. Ouais. On verra, je sais pas. Je vais me renseigner, je vais me renseigner. Oui, ben, sur nageur, oui. Monter à VX, oui. Oui, oui. Si tu as des informations, Charlie Alpha, tu peux nous en parler ou pas? Je sais pas, moi je. Publié aussi une vidéo dans ce sens, un atterrissage sans la roulette de nez. Oui, On bah, est bien sorti. On est bien sorti. de toute façon, il y en a eu deux ou trois comme ça spectaculaires, et ça s'est très très bien fini, parce qu'il y a eu le handling du pilote qui a été vraiment très bien fait. Dernière minute, il affaisse le nez de l'avion vers la piste. Donc, pas trop de dégâts, quoi. Enfin, dégâts de structure à l'avant, mais
Mais pas d'embarder, pas de retournement d'avion, ni rien. Donc voilà. Des fois, ça se termine bien, des fois, ben écoute, des fois, ça se termine Euh, mal. pour répondre à Laurent Martin 750, non, on n'a rien de nouveau pour le crash de Air India 171. Il n'y a rien. Encore un by heart qui te dit, علاش تهضروا en français. Parce qu'on aime bien parler en français, parce qu'on maîtrise cette langue, c'est tout. Je vois pas en quoi ça te dérange. Il y a notre ami, il y a notre ami français qui vit, comment on appelle ça, ce pays, Madagascar? à Madagascar, absolument. Ouais. Ouais. Qui a sorti un livre là. Ouais, oui, j'ai vu, j'ai vu. Il a mis sur le net, ouais. Ouais, ouais. Pas de question. Là, la méchanceté gratuite, c'était juste une question. Mais là, moi, c'était juste une réponse. Parce que on ne peut pas expliquer ce qu'on doit expliquer dans le domaine aéronautique en arabe, l'arabie. Donc c'est pour ça qu'on parle en français. Et on maîtrise cette langue dans le jargon dans lequel on parle et c'est tout. Je vois pas pourquoi tu dis en français, ça dit quelque chose, c'est une tare. Ben on parle en français parce que c'est comme ça. Parce qu'on parle en français. Moi, quand je scrolle, que je tombe sur un live qui parle une langue que je connais pas, je passe mon chemin. Je leur dis pas pourquoi vous parlez en russe ou là en Et là, je te turc. reproche le fait de lui avoir dit Tselni. Tselni, ça veut dire de quoi je me mêle quelque part. Oui, de quoi je me mêle. Oui, mais Tselni. Nous sommes des francophones. Français, Voilà. c'est mon problème. Soraya nous dit, vous êtes d'excellents francophones. Oui, on parle bien français, mais vous avez même remarqué qu'il y a des fois des termes, même techniques, que quand on parle français, on utilise le terme en anglais parce qu'on l'a appris en anglais. Exact. Voilà, c'est tout. Hein. Quand je disais tout à l'heure le yoke, parce que pour nous, le manche à balai dans un Boeing, on appelle ça le yoke. Et quand on est obligé de le dire en français, ça nous paraît bizarre. Voilà, c'est tout. Danny Jocelyn. Go. Bonjour, mon commandant. Bonjour. Jocelyn. Salut. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Mon nom, c'est Danny Josselin. Oui. En tout cas, veuillez m'excuser, je viens d'arriver, je viens de terminer mon travail à l'aéroport de Orly. Je travaille à Orly. Je vous suis souvent. Je vous suis vraiment souvent. Je n'ai jamais voulu intervenir, mais je me suis dit, pourquoi ne pas vous parler aujourd'hui? C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne connais pas le sujet, mais je voulais vous présenter un peu ce que moi, j'ai comme sujet. Peut-être que vous me donnerez des conseils étant commandant, si vous me le permettez. Ben, c'est toujours le même sujet, c'est l'aviation. On parle aviation. Parlons aviation. Tout à fait, commandant. Merci beaucoup. Voilà, je vais me présenter un peu. Moi, je viens de l'aviation militaire zaïroise qui avait la coopération militaire avec la Belgique. Donc, j'ai fait l'école royale militaire belge. Je suis sorti avec le grade de lieutenant. Et après, j'ai eu ma licence et j'ai voulu continuer, mais par faute de ressources, je n'ai pas pu continuer plus loin. Mais par contre, j'avais fait, il y avait eu un concours au niveau de l'OACI pour faire le CBT de Airbus Family. Et j'ai suivi cela. Ça va, j'ai réussi, et bon. Mais pendant la période de Covid, je n'ai pas pu continuer. Mais comme moi, quand il y a un mur en béton, mais moi je vois toujours que voilà, je peux percer ce mur en béton. Ça, c'est ma philosophie. C'est-à-dire que pour moi, l'impossible n'existe pas. C'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose, c'est vous, vous pouvez y arriver. Alors, j'ai mon grand frère qui est commandant de bord en 777, qui travaille au niveau de American Airlines aux États-Unis.
et nous avons l'idée de créer notre compagnie à nous. J'ai devant moi le business plan qu'on a fait pour avoir deux Boeing 757 et puis opérer au niveau de l'Afrique. Alors, commandant Nourdine, je me suis dit que je m'adresse à vous, peut-être que vous, étant commandant et l'expérience que vous avez, quel conseil que vous pourriez me donner? Parce que j'ai le business planning, mais je cherche, comment dirais-je, des donateurs ou des gens qui peuvent venir investir dans ça pour que je puisse mettre cette compagnie en exécution. Qu'est-ce que vous me dites? Bah écoute, j'ai compris ce que tu voulais dire. La première des choses, il n'y a pas de donateurs dans ce domaine. Ce qu'il y a, c'est des banques, des consortiums de banques, où ils Oui, marchent avec toi, oui. avec le business plan, s'il est sérieux, s'il tient la route, ou il ne marche pas. Et en général, il faut s'adresser aux banques de- du pays d'origine, c'est-à-dire, je ne sais pas où, tu m'as dit Zaïre, mais ça n'existe plus, Zaïre. Excusez-moi, commandant, je me suis adressé, je suis en France pour le moment, à Ah, ouais. Paris. Je me suis adressé à ma banque LCL. Ma banque m'a dit qu'il fallait aller à la banque agricole, eux qui peuvent donner des moyens, mais je devrais mettre 30% de la somme totale, du capital total de ce que moi j'ai fait comme un business plan. Alors, la somme totale s'est élevée à 704 millions. Et je vais vous le dire sincèrement, j'ai une dame, une Égyptienne, qui a des relations au niveau de Doha, donc du Qatar, qui a essayé de consulter ces gens-là et qu'ils ont dit que bon voilà, que j'envoie le business planning pour voir et puis après, il faut aller défendre ça. Eux, s'ils viennent avec cette somme-là, c'est sûr et certain que c'est eux qui seront au-dessus de moi. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, l'essentiel, c'est que comme je suis amoureux de l'aviation, depuis 1992, donc 92, parce que je dis 92, c'est-à-dire parce que comme moi je suis Ouais, congolais, ouais, zaïrois, c'est belge, c'est je belge. me suis dit, bon, ça ne me dérangerait pas. Est-ce que vous me conseillez quoi là-dessus? Les gens de Doha, donc de Qatar. Je ne pense pas que le Qatar puisse fonctionner avec toi, parce que le Qatar, ils ont une autre politique. Le Qatar et les Émirats et tout, c'est des pays qui sont autonomes parce que ça appartient à des princes et tout. Donc ils ne vont pas Oui. fonctionner sur 2757. Le crédit agricole, ça m'étonnerait qu'il fonctionne aussi. Et Ça, il c'est la faut. banque qui m'avait dit ça. Et oui, mais moi je te dis, crédit agricole, c'est crédit agricole, ce n'est pas crédit aéronautique. Et ils ne vont pas marcher sur un truc comme ça. Et ce qu'il faut, c'est, je sais pas, il faut voir avec un pays d'Afrique, un pays africain. C'est vrai, un pays africain. J'ai voulu voir avec mon frère était parti, comme je vous parle là maintenant, il est là-bas. Mais là-bas, il faut payer 10%, et il faut payer ça, il faut payer ça. Il faut payer cher. Alors, j'étais en train de voir quel pays que je peux consulter, qui peut aider. Moi, l'essentiel, que si un pays peut apporter le moyen là, même si nous, on est en dessous d'eux, il n'y a pas de souci, mais que la compagnie aérienne Donc, soit mise en marche. Mister Danny Jocelyn, Oui, vous n'êtes commandant. et vous ne serez sûrement pas ni le premier ni le dernier à avoir fait une tentative comme ça. Encore une fois, une affaire aéronautique, surtout si elle est faite dans un pays d'origine. Bon, maintenant, je pense que le Zaïre n'existe pas. Bon, mais c'est pas grave. Un pays africain où il faut payer, ben il faut payer et être parrainé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Mais sinon, ni les banques françaises, ni les banques du Moyen-Orient ne fonctionneront, ne marcheront avec toi. C'est Danny pourquoi il faut Jocelyn, courager. Danny Oui, Jocelyn, je voudrais juste vous j'écoute. dire une chose. J'écoute. Il y a un proverbe, enfin On une n'a rien phrase sans que rien. l'on dit dans l'aviation. Euh, Comment faire une petite fortune dans Oui, l'aviation? Commencer par une grande fortune. oui. C'est un domaine dans lequel, et vous devez le savoir, c'est un domaine dans lequel il est extrêmement difficile de gagner de l'argent. Je ne dis pas ça pour vous décourager de le faire, je vous dis simplement pour Non. vous prévenir que ce n'est pas du tout évident. D'accord? Voilà. Mhm. Et les 757,
En ce moment, Oui. c'est des avions obsolètes. Ah 750 bon. millions, tu parles de 750 millions, ça me paraît rikiki pour une compagnie aérienne. Même pour deux 750. Euh, euh, Pardon, commandant, excusez-moi. En fait, c'est pour deux avions en leasing, en truc, en, En ACMI, en truc, en ACMI, en wet lease. en wet lease. Merci beaucoup, en wet lease, merci beaucoup. En wet lease, hein, en wet lease. Oui, Eh c'est ben, ça, en wet on te lease. souhaite beaucoup de courage avec le crédit agricole. Au fait, moi, je ne compte pas vraiment, commandant, avec les crédits agricoles, mais je compte beaucoup avec les gens de Doha. Eh ben, Parce que il faut se j'ai déplacer, envoyé il faut aller le à Doha, il businessman. faut prendre contact avec des gens intéressés. Effectivement, il y a la femme là égyptienne qui est en contact avec eux et eux, ils ont demandé à la femme égyptienne là que je puisse envoyer le business planning. Et j'ai envoyé à peu près 75 pages. J'ai envoyé et ils ont dit qu'ils étaient intéressés et que j'envoie mon passeport pour que eux m'envoient le comment ils ont dit ça, une lettre d'invitation pour aller défendre ça chez eux. C'est pour cela que je voulais par vous avoir un peu de conseils pour voir comment je peux, si c'est bon, si c'est comment, enfin, me donner des conseils, voilà, c'est ça. Les conseillers sont les mauvais payeurs. Si vous en faites autant d'offres comme ça, eh ben, prenez votre patience, enfin, votre passeport, envoyez-le et ayez votre, J'ai envoyé, et j'ai de- envoyé, décrochez votre lettre d'invitation, allez défendre votre business plan. Et oui, j'ai surtout, il faut savoir envoyé. ce que vous voulez faire avec ces avions-là. Pardon? Et surtout, il faut leur expliquer ce que vous voulez faire. Effectivement, 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 effectivement. Alors, j'ai 14 destinations à faire. Donc, au niveau de l'Afrique, il y a Cotonou, Jobour, Lagos, Dakar, Abidjan, Bamako, Conakry, Djamena, Bangui, Libreville, Pont-Noir, Brazzaville, Kinshasa et Luanda. Ben, bon Au courage. cargo. Passager ou cargo? Non, c'est Pax et Cargo. C'est Pax et Cargo. C'est du combi, c'est du combi. J'ai compris que c'est du combi. C'est combi, voilà, combi. Voilà, commandant, c'est ça, combi. Voilà, c'est ça. Pas vous tellement vous aider, hein. Nous, on est des pilotes, hein. Oui, Euh, non, je me suis voilà. dit, comme étant excusez-moi pour les termes, comme vous êtes de vieux, des sages, je me suis dit, bon, voilà, un jeune qui veut faire quelque chose, vous pourriez me dire, voilà, Dani, voici le chemin. C'est ça que je... Alors, on va changer le nom du live. On va l'appeler l'arbre à palabre. On te souhaite bonne chance, Dany, hein. En tout cas, merci beaucoup. De toute façon, dès que j'aurai des résultats au niveau des Doha, je vous tiendrai informé parce qu'ils ont eu le business plan ainsi que mon passeport et ils ont demandé à ce que je puisse aller là-bas pour défendre. Et je vous dis aussi, l'avion de Qatar, donc de l'émir de Qatar, c'est moi qui le fais au niveau de Orly. C'est moi qui le fais. Quand il arrive, c'est moi qui le fais. Eh ben, Mais il ne sait pas encore que voilà, la personne qui fait son avion, c'est moi qui ai donné, qui a envoyé le dossier. Il ne ben, sait pas encore. il faut lui dire. Profites-en. Si tu le vois, Alors, un- profites-en. C'est comme dès ça, que les j'ai fait, opportunités, c'est comme ça. Tu sais, la oui, chance, c'est d'avoir. Tu sais ce que ça veut dire, la oui, chance? La chance, c'est la capacité d'être au bon endroit, effectivement, au bon moment, en face de la effectivement. bonne personne. C'est ça, la chance. Effectivement, commandant, Alors, effectivement. Et profites-en. j'ai fait encore son avion il y a 4 jours. Il était ici parce que il est presque tout le temps ici à Paris. J'ai fait encore son avion il y a 4 jours, hein. Et à chaque fois que j'ai fait son avion, l'ambassadeur vient toujours nous donner parfois 1000 € comme ça. Mais moi, je me suis dit, 1000 € c'est bon, oui. Mais moi, je vais créer ma compagnie. Voilà. Bien, c'est Ah, bien. ah, Eh ben, on te souhaite beaucoup de courage et de la réussite. C'est tout ce qu'on merci. peut. Alors, ma dernière question, commandant. Est-ce que vous pourriez, vous, étant commandant, me donner un peu quelques sociétés de leasing? Parce que moi, j'en ai, par exemple, ici, excusez-moi, commandant, il faut que je regarde.
j'ai par exemple Web4Jet, Web4Jet, et puis j'ai aussi un instant, je prends, excusez-moi commandant, vraiment de vous prendre le temps. J'ai aussi ici, un instant commandant, excusez-moi. Il y a Web4Jet, Qui attendent. Hein. et puis il y a High Fly, il y a Fly to Sky, et puis il y avait aussi American Airlines pour le truc. Je ne sais pas si vous avez d'autres sociétés ou compagnies où on peut aller demander pour le leasing. Comme ça, de mémoire, non, mais puisque tu as un frangin qui est Captain American Airline. Airline aux Ah. États-Unis, tu as beaucoup de sociétés. Ça, on avait fait ça avec lui. Le High Fly, le Fly to Sky, le Web4Jet et puis American Airlines. Hein. Alors, j'ai cherché encore d'autres parce que il y a beaucoup de compagnies irlandaises qui font aussi les leasing. Hein. Et je croyais que peut-être vous pourriez me dire, voilà, il y a encore ça. Et puis, je vais noter et puis on va voir, on va leur contacter pour voir un peu quels sont leurs fonctionnements, modalités pour le leasing. On va voir s'il y a quelque chose, on te dira. Tu es abonné à Nordine, Dani? Normalement, oui, parce que à chaque fois que je rentre, il sort directement. Je crois que oui. Donc, s'il a quelque chose, Ça, c'est la magie, ça. Si tu as quelque chose en tête, Nordine, tu lui envoies ou bien vous êtes en contact sur TikTok, voilà. Merci beaucoup. Ok, merci. Dani. Oui, Merci merci. beaucoup pour le partage. Hein. Et bon courage pour la suite. Ciao. Merci beaucoup. Merci. Parce que moi, je vois très grand. Je ne vois pas seulement me limiter là. Non, je vais aller. Toujours. Ah, merci beaucoup, commandant. Merci. Ciao, salut. Merci à vous tous, en tout cas. Ciao. Merci beaucoup. Ciao, merci. Ciao. Le Pagnol, Salut, Samy. Marcel. Salut l'équipe. Attends, 2 minutes, il y a Nadi qui demande c'est quoi une société de leasing. C'est une société chez laquelle tu vas faire ton marché pour prendre des avions sur un long terme ou un court terme, avec ou sans équipage. Et c'est comme si, par exemple, tu achetais une voiture en leasing à la banque, par exemple. Tu vas prendre cette voiture et tu vas la payer par fraction. Et le jour où tu voudras la rendre, tu la rendras pour la changer ou quelque chose. C'est ça le leasing. C'est donner quelque chose à quelqu'un pour en profiter pendant un certain moment. C'est à peu près empiriquement ce que ça veut dire. Oui, Samy. Oui l'équipe. Salut, ça va? Ça va, toi, tu es en route, là. Tu es en train de... Ça va tranquille, impeccable. Par rapport à ce qu'il voulait Dany, moi je pensais que lui donner le numéro de téléphone de Nordine ça aurait été mieux, mais bon, il est parti, c'est trop tard. Embrouilleur professionnel. Ah, donc- Pagnol, embrouilleur ah oui, professionnel. il est parti. C'est bon. Ah ouais. JB, ça va JB? Et voilà, je te donne le crachoir. Je vais en fumer une. JB, il est en train de boire le thé. Voilà, exactement. Ah ok. Salut, Spanish. Il y a longtemps qu'on t'a pas vu. Il fait la petite bouche, il ne demande jamais à monter parce qu'il n'a rien à dire. S'il monte, il va commencer à... Il nous envoie un truc. T'as un appartement, je sais pas quoi. Ah, j'ai vu, ouais. Le boulot. Farid, il y a tout à l'heure, نعم. quelqu'un qui a dit que Qataria avait arrêté les 37 pour les 3,20. Ouais. C'est pas une bonne information. Hein. Et c'est ce que je lui ai Elle dit. n'est pas juste. Oui, elle n'est pas juste. Je En lui ai dit. fait, au contraire, ils ont acheté des slots. Enfin, il a eu une information qui n'est pas complète. Ils ont acheté des slots 3,21
beaucoup de slots 321, donc ils vont avoir plus d'avions, mais ils n'ont pas arrêté les 37. C'est ce que j'avais dit. Bon, j'avais dit ça m'étonnerait parce que Exactement, ouais, سمعتك. En plus orienté sur Boeing ou Maya. Non, 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 c'est un mix, Farid, c'est un mix. C'est un mix. Maintenant, un avion est tellement précieux et tellement rare que les compagnies, elles prennent ce qu'il y a. Elles exact. cherchent pas vraiment, elles prennent ce qu'il y a parce que maintenant les avions sont très rares et les commandes elles se font attendre et la compagnie qui a une commande importante, même si c'est dans 10 ans, 15 ans où elle va se faire livrer la totalité de sa commande, mais ça reste de l'argent bloqué. كيما الذهب كيما نقولوا واحد il a de l'or à la maison يقول لك عندي دراهم ذهب. Après, C'est il la va même troquer. chose. Après, il va troquer. Voilà. Exactement. Après, il y a des négociations qui se font, des slots qui se vendent, qui s'achètent, etc. Exact. Sinon, repos, Et repos aujourd'hui, prochain vol dans 4 Auckland. jours. Auckland. Non, Perth. Ah, Perth, Perth, oui. Perth, après je reviens, j'enchaîne sur Brisbane, je reviens, je fais Sydney, et après quelques jours de repos. Donc, Ah oui, après 99 heures, ah oui. ah oui, ah oui. Ah là, j'ai une grosse quinzaine qui m'attend. Trois vols et l'eau. Voilà. Repos après Voilà. 99 heures, tu as combien de repos? Non, là, je vais faire 3 vols, ça fait 3 vols, 90 heures. Après, j'ai 5 stand-by. 5 stand-by, c'est possible que je fasse du simu. Ou bien un petit vol de 3 4 heures, 5 heures. Voilà. Eh bien, c'est bien. Stable, justement, là, il y a quelqu'un qui les prix grimpent, je sais pas de quoi il parle Des exactement, mais avions, des avions, des eh, les avions. avions, est-ce que c'est stable en ce moment, ça, je sais pas, la rareté fait que ce soit plus. C'est du trading. Ça passe par des traders en ce moment. Surtout quand ils sont out of command, comme on dit. S'ils ne sont pas commandés à la source et qu'ils sont déjà commandés et payés un avenant déjà déjà par la compagnie qui achète, non, ça passe par des trading. Par un trading et ça grimpe, ça descend. Moi, j'ai eu, je sais parce que je me suis intéressé à un moment donné à un truc comme ça. Et les belles. Mais, mais comme il disait Samy, quand tu as une valeur sûre entre les mains, ben, tu la négocies comme tu veux. Mais inaccessible, les constructeurs? C'est dur à avoir Ben, les commandes direct avec eux? sont complètes. Ça y est, c'est complet au niveau des commandes. Il n'y a plus. Maintenant, il y a même des gens, des traders et tout, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des deals avec des constructeurs et ils font passer ta commande, par exemple, qui est en dessous, mais c'est moyennant. Truc. C'est sûr, c'est un système opaque. Ben, c'est un peu notre ami américain, hein, comment il s'appelle? C'est un peu ça, lui. C'est à peu près ça. Farid, Raouf travaille avec Raouf, il Ah ouf, travaille des gens comme avec ça. Boeing. Cher Pagnola, نعم. ouais, Farid, des fois on lit sur les salons aéronautiques, etc., du Bourget ou la autre, une compagnie a commandé, exemple, 300 avions, 500 avions, 450, etc., des chiffres astronomiques. Des compagnies aériennes qui commandent des chiffres astronomiques d'avions. Et nous, on se dit, enfin, les gens qui connaissent pas, ils peuvent se dire, qui fait Jadia, ils ont commandé 300, 500 avions, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Surtout si la compagnie, elle a déjà à son actif 200, voire plus. D'accord? Comme les major companies, elles ont toutes plus de 200 avions. OK. Mais il faut se dire que quand on commande 300, 400, 500 avions, pour les recevoir, il faut 10, 15 ans. Exact. D'accord? Donc, Absolument, ouais. dans les 10, 15 ans, sur les 200 que tu as actuellement,
dans 15 ans, tu vas faire un renouvellement de flotte, surtout si tu es une compagnie majeure, tu vas faire un renouvellement de flotte sur les 200 que tu as. Ben là, 150 vont être renouvelés et tu vas augmenter tes fréquences de vol, donc tu auras plus d'avions. Ça, c'est d'une. Mais après, il te restera aussi des avions en plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vendre les slots, tu vas vendre les avions, tu Les vas faire créneaux. des affaires avec, tu vas prendre des slots ailleurs dans le monde, tu vas faire des agréments avec des compagnies. Je sais Enfin, pas moi, tu veux te explique ce que c'est développer en que, explique Afrique. pour les gens qui ne comprennent pas ce que c'est que le slot. C'est des créneaux d'arrivée, d'atterrissage, de trucs sur le. Exactement. Tu prends des créneaux. Tu peux par exemple, Air Algérie va dire à Air Congo, exemple, écoutez, nous, on a des avions en plus. On aimerait bien se développer au départ de votre pays. On a des avions, on a des équipages, etc. Il nous faut des autorisations de vol, des slots, c'est-à-dire comme il a expliqué Nordin. Et est-ce qu'on peut faire un deal? Et vous faites un deal avec eux, ben là, que vous leur donnez des avions, ben là, tu vois, c'est ça, c'est un business, hein, c'est pas, tout est calculé, quoi. Les délais ne sont pas respectés, ça c'est clair. En général, parce que Nadir a mis le doigt sur quelque chose d'important. En général, c'est respecté. Mais le problème, c'est quand il n'y a pas, quand ça ne marche pas exactement au même timing avec la motorisation. Parce que le problème, le concepteur est une chose, le constructeur est une chose, le motoriste, c'est une autre chose. Parce que la compagnie, quand elle achète un avion, elle n'achète pas que l'avion. Elle achète d'abord, elle commande l'avion, il est en fabrication, et elle va dire, voilà ce que je veux comme moteur sur cet avion. Elle choisit ses moteurs, ouais. Et voilà. Donc le problème, il est là aussi. Donc il y a des attentes. Il y a des attentes. Et c'est pour ça que ça prend du temps. On peut te dire, comme nous, par exemple, l'histoire du 330 livré en septembre, ça peut prendre du retard. Pourtant, ça a été commandé, ça fait quand même un certain moment. Il y a par exemple, est-ce qu'il y aurait des compagnies qui seraient favorisées ou prioritaires ou Oui, oui, oui. Oui, toujours, Farid, toujours. Tu sais que Ah nous, par bon, exemple, ça a bien, attends, c'est comme dans les banques, on ne prête qu'aux riches. exactement, oui, exactement, Nordin. Ben, Tu bien sais que sûr. nous, Farid, à part les avions avec moteur qu'on a acheté, avions avec moteur, on a acheté plusieurs centaines de moteurs, wahadhom, moteurs sans avion. Et ces moteurs sans avion, c'est des moteurs qu'on va utiliser pour notre compagnie et qu'on va aussi louer à d'autres compagnies. Parce que tu as des avions avec un moteur qui n'est pas le moteur de la compagnie, c'est un moteur loué. Oui. Donc, c'est un business aussi, les moteurs. Même les moteurs, ils ont un délai énorme d'attente pour satisfaire la commande. avant que j'oublie, comme disait MDZ 137, si j'achète en gros, bon le nombre, ça je veux dire bon. Est-ce que il y a des prix préférentiels quand tu as une grosse commande, est-ce qu'il te faut un prix? Oui, c'est toujours une question de négociation. Il y a un prix fixe, et ensuite ça tourne autour de ce prix. Ça peut aller jusqu'à 50% moins cher par rapport au prix de référence, si tu veux savoir. Ah quand même, hein. Oui, monsieur. Il y a Oui, ce qu'on monsieur. appelle le prix catalogue. Il y a un prix catalogue, c'est-à-dire un prix référence. Mais après, toutes les compagnies ont des spécificités et les compagnies majeures encore plus. Les Meilleur. compagnies majeures, elles passent Voilà. de l'habillage de la cabine, au type de siège, au type de moteur, au type d'options qu'on va mettre sur l'avion, sur l'avionique, sur beaucoup de choses. Les options, elles sont énormes et des fois, même le voice, même la voix qui te parle dans le cockpit, elle diffère. Il y a plusieurs voix, il y a plusieurs options, il y a Euh, On a Dirka qui dit plusieurs choses. location Donc, aussi, et tout ça, signature de message. c'est pas un drahmek. Tout ce que tu veux. oui, le train d'atterrissage aussi, il est loué. Si par exemple un avion a un problème sur le vieillissement du train et qui n'a pas les moyens d'acheter un train neuf chez le constructeur, eh ben il peut louer un train d'atterrissage dans une autre compagnie qui a ce train-là, avec le même MSN, le numéro de série.
Et ils peuvent le louer pour une certaine période. Et ils payent. C'est toujours, tout est négociable dans un avion. Tout est négociable. Même l'équipage. Alors, je vais Voilà, dire, mais c'est ce que j'allais dire, même les pilotes. Espagnol, ça va? Salut JB, ça va? Alors, il était bon le thé? Impeccable comme d'habitude. T'as regardé la vidéo que je t'ai envoyée? Bah, j'ai pas encore regardé, ça fait Morad, non, je te ça jure, fait j'ai non. pas eu le temps de D'accord, il la n'y a pas de problème. regarder. Non, non, mais c'est pas. Je te Non, demande pas des comptes, tu hein. sais, non, 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 parce que quand je suis à Doha, je suis tellement occupé, j'ai pas eu le temps de la regarder. Mais là, j'attends mon prochain vol pour là prendre le temps de bien la regarder, l'analyser, etc. Donc, c'est pour ça que, que je la Elle, laisse elle est comme spéciale. dessert. Elle est Je spéciale, la oui. laisse comme dessert. Voilà, C'est celle-là, parado- Ouais. il faut que tu te mettes avec des pop-corn et tu regardes bien. c'est paradoxal, Exactement. Donc, c'est paradoxal ce que tu es en train de dire à Pagnol. C'est-à-dire que c'est quand tu travailles que tu as le temps, quoi. oui, parce que quand je travaille, je vais dans un hôtel, il n'y a rien à faire. Généralement, toutes les villes, Parce que tu n'es je pas un les gars ai faites. normal. Donc, Quand tu dis je vais à un hôtel, j'ai rien à faire. Tu n'es pas un gars normal. j'ai... oui, bien reçu, Lordine, bien reçu. Pour le regarder en vol aussi, non, Si tu suis Pagnol? Nourdine, En vol, je regarde mes instruments, cher Non, mais ami. Il y a beaucoup de choses à regarder en vol. en non, croisière, non, allez, il a ça va raison. pas. En vol, il surveille. Do Vraiment? not disturb. Ah oui, en Do not vol. disturb. Do not disturb. En Do vol. not disturb, yeah. Ah oui, ça dépend avec qui tu es. Tu dois te regarder toi-même, regarder à droite, à gauche. C'est bien. Moi, je suis. Alors, Eh ouais. tu m'as mis l'eau à la bouche. Et Je vais faire des popcorn. Un petit le truc d'essentiel. Nordin, mais regarde comme c'est incroyable notre époque. Un JB qui lance des vidéos, il parle de sujets extraordinaires, c'est-à-dire d'un niveau jamais High vu. level, high level, high level. Wallah, non, Oui, 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 sérieusement. je suis Et d'accord tu avec toi. arrives, par exemple, il lance la vidéo, il parle d'un sujet euh, vraiment magnifique à voir. On va تشوف les vues, ben, like, 10 ans, 1000 vues. Et après, tu as quelqu'un, il vient sur TikTok, il commence à danser, à dire des conneries, des choses de je sais pas quoi. Euh, Il a le droit. Il a le 1 droit. million de vues. Anna, ça, j'arrive pas à comprendre ce Attends, truc-là. JB, Ça. même attends, JB, C'est la même liberté JB. d'expression, ça. Pagnol. Ça s'adresse pas à la même audience, tu es d'accord? Exact. Hein? Quand des fois je scrolle comme ça, je tombe sur, par exemple, pour le goût du jour en ce moment, tous ceux qui pensent la Terre plate et connaissent. Quand tu vois le niveau de connaissance de ces types-là ou l'absence de niveau, et c'est ça qui fait le gros comment dirais-je, des réseaux sociaux. Comme il y a un humoriste français, là, Fabrice Eboué, il dit avant les réseaux sociaux, il y avait l'idiot du village. Il était au bistrot, il allait prendre un pot au Ah oui, j'ai vu bistrot. le sketch. Et voilà, on disait c'est l'idiot du village. Maintenant c'est TikTok et tout ça. Il y a plein d'idiots du village, c'est tout, hein. Il y a pas autre chose, hein. Tu sais, JB, une fois, je suis allé sur un chat qui parlait de la Terre plate, etc. J'ai voulu faire une intervention, je me suis fait insulter, mais insulter grave. On Il y a m'a des choses. bloqué, et quand on m'a bloqué, je pouvais plus intervenir. Et les gars qui parlaient, ils m'ont pris pour un idiot. Mais là, je me suis dit, plus jamais ça, plus jamais. Je suis bien avec Nordin, JB, Farid, impeccable, on rigole. Non mais qu'est-ce que tu veux discuter avec des gars qui ignorent tout? Ils ignorent tout. Ils savent pas ce que c'est ni la trigoplasme, ni de la trigosphérique, ni les lois élémentaires. Tu leur parles des trois principes de Newton, etc. Ils savent même pas ce que c'est. Et ils remettent tout ça en cause. Ils le remettent en cause. Qu'est-ce que tu vas discuter avec eux? Il n'y a rien à discuter. Ah, Chichi. Chichi, allô, Chichi. Chichi.
Bon, heureusement qu'il n'y a pas un A à la fin. Sinon, ça aurait fait une chicha. Allez. Et allez-y, mettez votre micro Chichi. sur on. Allô. On entend très mal. Bon, je pense qu'elle est montée par erreur. Par effraction. كما قال Chichi. واحد قال لي il a vu de la lumière ودخل. Je vais être méchant, mais Chichi, elle va 2 fois aux toilettes, je crois, non? Pourquoi tu dis ça? Ça, c'est méchant. Chichi. Ça. Non, non, c'est avec un E, ça. Arrête. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en parlant de tes vidéos, justement, JB. Tu t'en es aperçu toi-même. C'est des gens qui commencent la vidéo, mais qui ne la visionnent pas jusqu'au bout. Tu es d'accord Tu avec vois, moi? Tu l'as je vois constaté, par toi. exemple, le gars, il t'envoie un petit cœur, il te dit j'aime votre vidéo. Tu regardes, il l'a regardé 2 secondes, 3 secondes. Quand il y a 40 minutes de vidéo, il n'y a rien à dire. C'est pas. Non, de toute façon, moi, ces vidéos, je les fais pour les gens comme ceux qui sont actuellement là sur le live. Les gens qui ont un certain niveau et auxquels ça peut amener quelque chose. Des gens qui se posent des questions, qui savent ce que c'est qu'une équation, qui savent ce que c'est que tout ça. Mais sinon, c'est pas la peine. Parce il y a un degré de, comment dirais-je, de vulgarisation auquel on peut pas descendre. On peut pas vulgariser la connaissance, les connaissances aéronautiques. J'essaye de les rendre accessibles, mais il y a un niveau minimum qu'il faut avoir. Je peux pas expliquer, moi, l'importance si le mec n'est pas capable de comprendre le théorème de Bernoulli. Hein, c'est pas la peine. C'est voilà. Ah, tu vois, tu nous as fait énerver quelqu'un. Je pense qu'il ou elle a eu un problème de micro, peut-être. Je sais pas. Écoute, je lui ai dit, on plaisante, J'ai hein. dit, j'ai Ouais, vu, j'ai vu, j'ai on vu. plaisante, hein. J'ai On vu, plaisante. c'est Excuse-moi si je t'ai heurté, mais c'est juste de la plaisanterie. froissé, irrébieux. Froissé. Ouais. C'est rien. Hier, je passais comme ça, il y avait des gars sur un live, ils étaient en train de s'engueuler. Alors, au départ, il y avait un sujet, je me souviens plus lequel, mais parce que le gars, l'autre, avait mis une certaine image, et comment, et pourquoi tu as mis ça, et ta. C'est le jardin d'enfants, et ça occupe des comment dirais-je, des minutes et des heures sur TikTok. Non, c'est affolant. De personnes en plus, des milliers de personnes C'est normal, ça. qui sont sur TikTok. Je sais pas, on sait pas le nombre exact des gens qui sont sur TikTok, mais c'est énorme, c'est énorme. C'est certainement énorme. Moteur rouge pour nos 339 Néo qui sont en train d'être montés à Toulouse. Ça va pas tarder. Tic, 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 tic. Les vols test. Eh ben oui, ben c'est donc, mais ça a pris un peu de retard parce que c'était sous-entendu être livré en septembre. Bon, c'est déjà maintenant qu'ils montent les moteurs sur ces avions-là, c'est déjà pas mal. Alors, T'as un vos, platiste qui vos, arrive. vos, Ouais. vos WMS, non, pas du tout. Le gyroscope se base sur une terre plate, absolument pas. Absolument pas. Le gyroscope, dans toutes ses utilisations, au contraire, une des fonctions, une des propriétés du gyroscope, c'est de démontrer, enfin, de par ses propriétés, il démontre que la Terre est sphérique, entre autres. Quand on parle, par exemple, de la précession astronomique d'un gyroscope, elle démontre que la Terre est sphérique. Sur une Terre plate, la précession astronomique serait constante. Or, sur la Terre, réellement, la précession astronomique est égale à 15 degrés sinus de la latitude par heure. Et sur une Terre plate, il n'y a pas de sinus de la latitude puisque la Terre est plate. Voilà. Donc, tout l'ensemble tournerait à la même vitesse. Mais il y a aussi un autre truc que les platistes prennent parce que par ignorance, ils disent que quand on est en vol, si la Terre était sphérique, on serait obligé sans arrêt de pousser sur le manche pour faire que l'avion épouse
la forme du globe. Alors, Comme si la Terre mesurait 1 mètre. voilà, voilà. Donc, il faut que les gens sachent que à bord d'un avion, quel que soit le système, nous avons une référence d'horizontalité qu'on appelle horizon artificiel pour simplifier, pour prendre le système le plus simple. Et l'horizon artificiel est asservi, l'horizon artificiel le gyro de l'horizon artificiel est asservi à capter la verticale géodésique, c'est-à-dire la verticale qui va de l'avion au centre de gravité, enfin au centre d'attraction de la Terre, qui n'est pas exactement le centre de la Terre, qui est légèrement déphasé, puisque la Terre n'est pas une sphère parfaite. Très bien. Et donc le gyroscope est sans arrêt amené à garder cette verticale, et lui, il donne l'horizontale par rapport à ça. Et tout le monde le sait, enfin quand on est pilote, on le sait, c'est le système qu'on appelle, excusez-moi du terme, mais c'est le système érecteur qu'il y a sous le gyroscope, et ce système est asservi à la verticale, donc à la gravité de la Terre. Voilà, donc il n'y a pas à discuter, dans un avion, on fonctionne avec l'horizon qui est l'horizon qui est perpendiculaire à la force d'attraction terrestre. Voilà. Firas Boudi, quand j'avais 5 ans, le commandant Bibouni m'avait dit que la Terre est plate. Était Plus âge que oui. lui. Je pense qu'ils avaient le même âge. Peut-être. Salut Hiddin. Salut, Bonjour Mahdi. tout le monde. Salut Bonjour Captain Mahdine. Nourdin, bonjour Farid, bonjour Captain JB, Captain Pagnol. Salut. Captain, je voulais parler de cisaillement de vent. Ah, On va dire pendant V1, à part augmenter la portance, est-ce qu'il peut causer aussi des désagréments ou des problèmes? Pas vraiment. À V1, pas vraiment. Il va pouvoir jouer sur l'indication de V1, mais pas sur un réel problème, puisque l'avion, à ce stade-là, il est encore au sol. Donc, la vitesse qu'il va avoir pour, par exemple, une accélération-arrêt, elle ne sera pas affectée. L'indication de vitesse pourra être affectée, certes, mais la vitesse par rapport au sol, donc l'énergie cinétique qu'il va falloir absorber en cas d'accélération-arrêt, ça ne jouera en rien. Bon, sur V1 maintenant, en considérant V1 comme vitesse de décision, et après V1, en cas de problème, je continue. Le problème qui peut se poser, c'est juste sur l'indication de V1, c'est-à-dire que l'avion se déplace, on va dire, à une vitesse par rapport au sol, on va dire 120 nœuds. Très bien. Il a 120 nœuds de vitesse par rapport au sol, et avant le cisaillement de vecteur vent, il a 20 nœuds en face. Donc à ce moment-là, l'indicateur de vitesse va indiquer 140 nœuds. Très bien. Si le pilote a une V1 à 145 nœuds, par exemple, tant que le vent se maintiendra à 20 nœuds de face, l'indication 145 nœuds ne sera pas affectée. Si maintenant, brutalement, le vent change de direction et de force et passe à l'arrière, à ce moment-là, avec toujours 120 nœuds par rapport au sol, il est évident que la vitesse indiquée à bord va diminuer. Elle va diminuer et donc on peut en arriver à ce moment-là, instantanément, à être plus loin de V1 qu'on ne pensait l'être, tout simplement. Bref. Si on avait un V1 à 145 nœuds avec 20 nœuds dans la gueule et qu'on se retrouve avec 10 nœuds arrière, à ce moment-là, la vitesse va tomber à 110 nœuds, et 110 nœuds, ça nous met plus loin de 145 nœuds V1 que ce qu'on avait auparavant. Voilà. Donc ça va rallonger éventuellement la distance de décollage. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Ça ne va pas jouer seulement sur V1, ça va jouer également sur VR. Voilà. Donc, Captain, on peut avoir des cisaillements de face et arrière? Est-ce que je peux apporter une précision Oui, JB? vas-y, je t'en prie.
Déjà, avant de parler de cisaillement, si on a un risque de cisaillement, il y a des conditions météo qui font que il y ait une possibilité de wind shear. Là, on va briefer s'il y a une possibilité de wind shear. Si l'aéroport ou un des avions fait un report, un wind shear, là, c'est autre chose. Ça veut dire qu'on a vraiment une situation de wind shear. À part la météo qu'on voit devant nous, un changement de vent, des CB, des montagnes, etc., etc. Maintenant, pour la préparation au décollage, si on est sûr ou on a de grandes possibilités ou probabilités d'avoir un wind shear, on va dire à l'ordinateur de bord, à l'Electronic Flight Bag, on va lui dire, écoute, aujourd'hui, on veut que tu nous calcules une vitesse de décollage avec une possibilité de wind shear. Et on va mettre l'option wind shear on. On a l'option wind shear on. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer une vitesse de rotation et une vitesse de décision par rapport au wind shear. Maintenant, comment on va faire le décollage? Si au moment de mettre la puissance et qu'on est loin de V1 et qu'on a un predictive wind shear, c'est-à-dire l'avion va nous dire wind shear ahead, wind shear ahead, là on va aborter le take-off, on va arrêter, on va stopper, on ne va pas décoller. Ok, si on est loin. D'accord. Maintenant, si l'avion accélère à une vitesse où on ne peut plus arrêter, même si, parce que nous on dit que la vitesse de décision c'est V1. Ok, vitesse de décision c'est V1. Mais des fois la vitesse elle est tellement élevée, l'avion est tellement lourd qu'on décide bien avant V1 de ne plus arrêter, de continuer. Parce que si on arrête, on va avoir plus de problèmes que si on décolle. Maintenant, l'ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner une vitesse. Il va nous donner une vitesse. Il va nous dire, écoutez, si on a un wind shear, vous décollez à telle vitesse. Mais si on n'a pas de wind shear, c'est-à-dire l'avion ne va pas déclarer wind shear, vous allez décoller à une autre vitesse. Il va nous les afficher. Et nous, au moment de l'accélération, si on n'a pas de wind shear, on décolle à la vitesse où l'ordinateur nous dit de décoller. Si on a un wind shear, on décolle à l'autre vitesse où il nous dit de décoller. C'est très simple parce que on essaie de faciliter la vie du pilote, donc on lui met les deux vitesses et lui, il va décoller à la vitesse à laquelle la condition, au moment où on arrive à la vitesse de décision, on a une condition de wind shear, oui ou non. Si on n'a pas de condition de wind shear, on décolle à une certaine vitesse. Si on a une condition de wind shear, on décolle à la vitesse affichée par l'ordinateur. Je ne sais pas, est-ce que c'est... C'est clair, Ça c'est correspond exactement, absolument. En fait, ça recoupe exactement ce que j'ai dit, sauf que là, vous avez une aide. Moi, ce que j'ai dit, c'est par rapport à l'appréciation de ça. Quand on n'a pas comme vous des ordinateurs qui nous font ces calculs, on est obligé de tenir compte de ça. Voilà. Oui, il faut dire c'est-à-dire aussi, que Morad, pardon Farid, la vie qu'a connue ou les conditions de travail qu'a connu Morad, elles sont beaucoup plus difficiles que les miennes. Parce que moi, je ne saurais absolument pas faire des calculs comme Morad est en train de faire. Je ne pourrais absolument pas calculer une vitesse de l'avion, etc., monter, machin, truc, vitesse de wind shear, parce que je suis habitué à l'ordinateur. Je sais gérer un ordinateur, je sais comment interpréter et alimenter les informations à l'ordinateur pour avoir l'information que je veux. Mais maintenant, travailler comme JB et avoir les connaissances de JB et gérer un avion comme lui, on ne pourrait absolument pas les faire. On n'a pas cette prétention, c'est impossible. C'est pour ça que Nous, on a été formés. quand il parle de théorie, c'est d'un niveau lunaire pour moi. C'est mon rêve d'arriver à ce niveau de connaissance théorique. Maintenant, la technologie, elle a Bien tellement sûr. avancé qu'on nous demande de gérer des Tout ordinateurs. à fait. Tout à fait. Et c'est très Et bien comme ça. voilà. Et c'est très bien comme ça. Moi, je voudrais répondre à Man of Steel, parce que ça, c'est un point très important. Quand on suit une orthodromie, on suit réellement une ligne droite. Alors, j'explique, je rappelle ce qu'est une orthodromie. Une orthodromie, c'est l'intersection d'un plan passant par le centre de la Terre et les deux points qu'on veut joindre. On va dire, on veut faire un Paris-New York. Allez, on va prendre simple. Paris-New York. Donc, on place sur la sphère Paris et New York et on fait passer un plan qui englobe
le centre de la sphère terrestre, Paris et New York. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'intersection d'un plan avec une sphère, c'est une portion d'arc, une portion de cercle? Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce cercle, il a forcément le même rayon et donc le même diamètre que la sphère terrestre, puisque il est, le plan qui le définit passe par le centre de la Terre. Très bien. Donc, cette portion d'arc, cette portion de grand cercle, coupe les méridiens selon un angle qui est forcément différent à chaque méridien. Donc lorsqu'on va suivre cette portion de grand cercle, dans l'espace absolu, c'est-à-dire si on prend comme référence une direction dans l'espace et qu'on prend l'angle que forme l'avion avec cette direction dans l'espace, ce qui pourrait être matérialisé par un gyroscope. Eh bien, à ce moment-là, on va garder un angle constant pour suivre cette portion de grand cercle, parce que on a une référence qui est une référence fixe dans l'espace. Maintenant, lorsque notre trajectoire n'est pas repérée par rapport à une direction fixe dans l'espace, mais par rapport à un réseau de méridiens qui concourent au niveau du pôle, à ce moment-là, on est obligé de prendre en considération que le référentiel dans lequel nous nous situons est un référentiel courbe et sphérique. Et qu'à ce moment-là, apparemment, je dis bien apparemment, par rapport à notre référentiel, notre cap varie. Parce que notre référentiel est un référentiel courbe. Mais par rapport à l'espace absolu, c'est une ligne droite. Et d'ailleurs, c'est à ce point vrai que lorsque on voyageait, avant les inventions des GPS, etc., lorsque l'on naviguait sur les longs vols avec un gyroscope libre, eh bien, ce gyroscope libre, une fois qu'on avait corrigé les précessions de ce gyroscope, les précessions qui étaient, comment dirais-je, qui étaient inutiles, à savoir la précession astronomique et la précession instrumentale, on avait à ce moment-là un gyroscope qui restait fixe dans l'espace absolu. Fixe dans l'espace absolu. Et on prenait un cap gyroscope, un cap gyro constant, et ce cap gyro constant, une fois qu'on avait pris un cap vrai correspondant à l'azimut de départ de l'orthodromie, on prenait le cap gyro correspondant et on gardait ce cap gyro constant tout au long du voyage. Et ce faisant, comme on avait une référence par rapport à l'espace absolu, on avait une ligne droite qu'on traçait, même si, ce faisant, notre cap vrai et notre cap magnétique étaient forcément variables, puisque référencés par rapport à un référentiel sphérique. Voilà. J'espère avoir été assez clair. Voilà. Tu disais, JB, je me rappelle qu'on en parlait souvent par rapport à l'orthodromie. L'avion n'arrive pas à suivre l'orthodromie parfaite. C'est rare un avion qui suit l'orthodromie parfaite. C'est pour des raisons purement d'ATC. Exact. À la limite, c'est l'ATC parce que ça lui poserait un problème si tous les avions suivaient leur propre orthodromie, qui est forcément différente de l'orthodromie du voisin. Donc, pour des raisons de régulation, c'est pour ça qu'on fait des tracks. Les tracks sont ça s'approche de l'orthodromie. Ça s'approche de l'orthodromie. Mais disons qu'en navigation, en cours de navigation, on considère que l'on trace des orthodromies pures de manière à les travailler et à les expliquer. Voilà. Compagnol, tout d'un coup, merci, quel plaisir que cela est. Bravo, messieurs, tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive? Eh oui, parce que quand j'entends ce genre d'explication, même moi, ça m'intéresse. Même moi, ça me fait plaisir d'alimenter mon cerveau avec ce genre d'informations. C'est pas parce que je suis dans le domaine que ça me fait pas plaisir. Au contraire, hein, quand Ordine ou la JB donne des explications, c'est du kérosène qui vient dans mon cerveau et ça me fait plaisir. Voilà, c'est tout. Le GT1, le GT1. Exactement. En tout cas, Mais ça, qu'il y ait des pilotes qui croient que la Terre est plate, bon ben, vraiment c'est des tarés. Je vois pas comment ils ont pu faire un cours de navigation, hein. Parce que, d'ailleurs, c'est très simple. C'est très simple. Là, si on prend
Si on prend, j'essaye de me placer sur une terre plate. On prend la ligne droite sur une terre plate. Elle va couper les méridiens. Vous êtes d'accord avec moi qu'elle va couper les méridiens quand on regarde la terre plate. Hein, donc les méridiens, ils font ils font un angle qui est égal à leur différence de longitude. On est bien d'accord. Très bien. Donc si on part par exemple du méridien 10 degrés est et qu'on va au 60 degrés ouest, donc on parcourt 70 degrés de longitude, eh bien la ligne droite, elle va faire un certain angle avec le méridien de départ et 70 degrés de plus avec le méridien d'arrivée, forcément, puisque il y a une différence dans le référentiel, il y a 70 degrés de différence entre les deux méridiens. Sauf que, si on prend cette ligne droite et qu'on compare la variation de cap le long de cette ligne droite sur une terre plate et que l'on compare avec la variation de cap selon l'orthodromie sur une sphère, on ne tombe pas sur les mêmes valeurs. Sauf que lorsque l'ordinateur calcule l'orthodromie pour faire d'un point A à un point B et qu'ensuite on suit ses calculs d'un point A à un point B, eh ben on fait bien le parcours AB, on se trompe pas. Ça veut donc dire que les calculs que nous avons faits sur la base d'une terre sphérique, ils se trouvent confirmés lorsqu'on parcourt le calcul, lorsqu'on le met en application. Voilà, tout Justement, simplement. JB, je voulais te dire, moi je cerne la chose de la sorte, en parlant des platistes. Leur tare, à eux, c'est que ils se basent sur le visuel. Ils se basent que sur le visuel. Non, mais ils se basent ils s'imaginent que leur petite vision à l'échelle humaine est extrapolable. Ils savent pas que c'est pas que tout n'est pas extrapolable. On peut pas extrapoler d'un mètre carré à 10 000 mètres carrés. Déjà, on peut pas extrapoler. Alors, à plus forte raison, quand il s'agit de la Terre. D'accord? C'est tout. Ils ont un autre problème, c'est qu'ils ignorent tout des mathématiques, de la physique ou quoi, et quand tu leur sors un truc de mathématiques ou de physique, ils le remettent en cause. Ils n'ont jamais entendu parler, ils ne savent pas ce que c'est, mais ils te disent tout ça c'est complotiste, là je sais pas quoi, donc tu vas pas discuter. Se base que sur le visuel. Ils veulent absolument que ce soit palpable. Et le mathématique, la physique, tout ça pour eux, peu importe. Il faut absolument qu'il y ait un autre monde derrière une montagne de glace, etc., etc. D'ailleurs, comme je dis souvent, il y a un truc auquel il s'accroche, c'est la carte que l'on voit dans les avions. Exact. Quand on est assis sur son siège passager, on a une carte devant soi qui est une carte qui est une plus ou moins une projection Mercator. Et quand on fait un trajet transatlantique ou quoi, ils voient que soi-disant la ligne droite, parce qu'ils s'imaginent qu'on fait soi-disant une ligne droite, ils ont vu que sur cette carte, ça faisait un arc. Et qui passait, quand on fait par exemple un Alger-Montréal, on passe par le vertex, donc le point de latitude maximale obtenu par le trajet, du côté du Groenland, peu importe. Bon. Et alors, ils voient cette courbe, ils disent comment? On nous dit qu'on fait une ligne droite alors que sur la carte, c'est une courbe. En fait, c'est la représentation même de la sphère terrestre sur la projection Mercator qui n'est pas faite pour ça. La projection Mercator est une projection qui est faite pour représenter la loxodromie, c'est-à-dire la route à cap constant, entre deux points, comme étant une droite. Et c'est la fonction même de la projection Mercator, et dont l'échelle de latitude est une échelle logarithmique de ce qu'on appelle la latitude croissante. Très bien. Par contre, si on représente la même région du monde sur une projection Lambert modifiée, avec des parallèles standards situés de part et d'autre à peu près du parcours que l'on veut parcourir, on aura une orthodromie qui sera représentée par une droite. Tout simplement parce que l'angle entre la droite carte et l'orthodromie est égal à un demi de delta G sinus LM moins sinus L0. LM étant la latitude moyenne du parcours et L0 étant la latitude du parallèle de tangence qui se trouve, là où le cône tangente la Terre, etc., etc. Je peux pas faire un cours sur la Lambert ici. Mais, donc, c'est juste une question de représentation de la Terre qui fait que
une orthodromie, c'est pas la bonne carte à représenter, mais c'est la carte la plus facile. C'est comme quand on entend dire des conneries qui disent, voyez, regardez, il y a un complot, la surface de l'Afrique est représentée plus petite que la surface du Groenland. Elle est représentée comme ça parce qu'on a utilisé une projection Mercator. Si on utilise une projection autre, par exemple la projection qu'on utilise pour les cartes, les cartes Michelin, par exemple, qui est ce qu'on appelle la projection de Bonn, qui est une projection qui, elle, est équivalente, qui représente les surfaces de manière équivalente et correcte. Mais elle n'est pas conforme, c'est-à-dire que les angles sur cette carte ne sont pas... un angle sur la Terre n'est pas représenté par le même angle sur la carte. Voilà. Oui, Voilà. attends, Farid, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Parce que, ensuite, j'ai laissé voilà d'en parler. Quand tu parlais des gens qui faisaient des trucs comme ça, il y a un live que je survole de temps en temps, il est en arabe, hein, c'est un machaliqa, un truc et tout. Et il est bien dit, hein, parce que c'est des gens qui sont, c'est des globistes, hein, c'est des adeptes de la Terre ronde. Mais ils demandent justement aux platistes de venir et de laisser leur concordisme de côté et leur explication religieuse de côté et de donner des explications scientifiques avec des repères, des trucs concrets scientifiquement sur la Terre plate. Personne n'arrive à dire. Et de temps en temps, ils parlent, ensuite ils veulent revenir sur ce qu'ils ont appris sur les textes. Alors qu'ils interprètent à leur façon les textes religieux, que ce soit partout, tous les textes, hein. Il n'y a pas que l'islam, il n'y a rien. Et voilà le problème. Donc ces gens-là font du concordisme, encore une fois. Et ces gens-là, justement, ils ont un problème d'effet Grüger. Ils connaissent rien et ils se lancent sur une explication à tire-larigot. Je voudrais répondre à Abdelhak, qui dit « Et la rotation de la Terre autour de son axe n'affecte pas le temps de trajet ». Non. Je vais vous donner un exemple très simple. On est dans un train. On est dans un train qui se déplace à 250 km/h. J'ai dans ma main une balle. Une petite balle, une balle de tennis. Je l'ai dans ma main. Et je la tiens comme ça en hauteur et je la lâche. Où est-ce qu'elle va tomber? Elle va tomber à la verticale du point où je l'aurais lâchée. Et pourtant, pendant ce temps-là, le train s'est déplacé. Ça s'appelle la vitesse d'entraînement. C'est-à-dire que tout ce qui est sur Terre, quand un avion décolle, par rapport à la Terre, il décolle, il a une vitesse de 250 km/h, 300 km/h, peu importe. Mais par rapport à l'espace, il a déjà la vitesse que la rotation de la Terre lui confère. Et cette vitesse, c'est 1600 km/h ou peu importe, par rapport à l'espace, il les conserve. Et donc, il ne va pas, parce qu'il a quitté la Terre, il va s'arrêter et la Terre va tourner en dessous de lui et il va arriver à New York en restant là, au même point. Non, ça s'appelle la vitesse d'entraînement. Je vous dis, montez dans un train ou même dans une voiture et vous allez faire l'expérience. Est-ce que la balle, si le train se déplace comme ça, quand je vais lâcher la balle, est-ce que la balle elle va se retrouver à 3 mètres derrière? Pas du tout. Elle va tomber à la verticale. Parce que quand elle commence à tomber, elle est déjà avec la vitesse du train, tout simplement. Et il faut être, c'est tout simplement. La laisser tomber ou la jeter en l'air, hein, c'est la même chose. Pareil. Et c'est des trucs qui sont prouvables là. Donc le gars qui vient de te dire, il suffirait de décoller et d'attendre que le point que je vise arrive en dessous, c'est complètement idiot. C'est comme si en décollant de la Terre, on était à vitesse zéro par rapport à l'espace. Pas du tout. Et c'est génial les mathématiques, bien sûr. Et on peut pas se passer des mathématiques, tout simplement. Oui, mais Edin, sinon. Oui, Captain, je voulais parler de voie aérienne. Est-ce qu'on connaît la largeur de la voie aérienne? C'est déterminé, oui. Pas des voies, c'est des espèces de routes. Mais oui, bien sûr, c'est normalisé.
C'est En comme, fait, c'est par parce exemple, que 15, elles c'est sont pas définies par un axe. un acte, Sont c'est définies pas par un axe et la précision. Mais je crois que c'est 5 nautiques de part et d'autre de l'axe. ouais. Voilà. Captain, est-ce qu'il existe... Pardon, Farid. Vas-y, Mahidien. Merci, Farid. Est-ce qu'il existe une voie aérienne inutilisable? Si elle n'est pas utilisée, c'est que c'est pas une voie aérienne. Bon, maintenant, si elle a été faite pour son utilisation future, ça c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est des calculs qui sont faits pour donner la possibilité aux avions d'emprunter des couloirs en séquence, un derrière l'autre, un à côté de l'autre, en parallèle, etc. Donc, tu me dis voie aérienne qui n'est pas utilisable, euh, peut-être pas, puisque il faut absolument, si elle existe, c'est qu'elle doit être utilisée. Peut-être rarement. Elle peut ne pas être utilisable par les avions civils, par exemple. Par exemple aussi, ça Par peut être exemple, civil ou militaire. elle peut être restreinte. Restriction. Par exemple, moi je me souviens quand on faisait Moscou, je ne sais pas si c'est toujours la même chose maintenant, nous, avions étrangers, et les cartes que nous utilisions donnaient certaines routes aériennes. Et on voyait visuellement, on voyait des avions russes qui étaient en route à des endroits où on croisait aucune route aérienne, et eux, ils croisaient notre trajectoire. C'est donc qu'ils étaient sur une route aérienne, mais qui leur était destinée à eux et pas à nous. Voilà, c'est tout. Je vais te poser une question, JB. Bon, c'est assez philosophique, mais l'individu, l'être humain qui voit la vie sous le prisme des, sous la lorgnette des mathématiques. C'est-à-dire ça- tu vois la vie, mais de la lorgnette mathématique. Est-ce que le Kidam rate quelque chose? Est-ce qu'il est moins... Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il est Attends, non, moins conscient de la vie il physique? voit quoi? Il voit quoi avec la lorgnette mathématique? J'ai pas compris. C'est-à-dire voir la vie sous cet angle-là. Voir la vie sous cet angle-là, mathématique. Parce que moi, Est-ce je que pense tout, que les mathématiques sont là constamment dans ta non, vie, quand même. les mathématiques sont là pour expliquer ce que je vois, ce que je constate. Les mathématiques qui sont l'outil de la physique, en fait. Les mathématiques, c'est jamais que l'outil de la physique. Les mathématiques en tant que telles ne sont qu'un outil, comme un marteau ou un tournevis, c'est un outil de manière à démontrer quelque chose, c'est tout. Hein. Mais la vie en tant que telle répond à des normes. Bon, moi, je suis pas versé en biologie ou quoi au caisse, mais quand on regarde la cosmologie, etc., il est vrai qu'il y a des règles mathématiques qui sont appliquées et qui sont universelles. Il y a des nombres, il y a des choses qui sont vraiment universelles et qui, si c'était pas ça, eh ben ça marcherait pas. Alors bon, ben moi je suis pas assez calé pour en parler, mais je sais que il y a certaines constantes qui sont que l'on retrouve un peu partout dans tout un tas de mécaniques célestes, etc. Voilà. De toutes les façons, sans en être un expert, ni avoir des notions en quoi que ce soit en mathématiques, l'être humain en général utilise les mathématiques sans le vouloir. Toute sa vie est gérée par ça. Sa Exactement. gesticulation, sa façon de marcher, sa façon de faire, même la façon de parler, phonétiquement, gesticulation, tout est géré par ça, sans qu'il le sache. Ouais. S'il le sait, et s'il a fait des études dans ce sens, ben, il en est conforté parce qu'il sait que je fais ça parce que, tiens, voilà, bon, s'il est fortiche aussi, il va faire même des calculs pour dire, bah, tiens, je vais améliorer ça, je vais améliorer ça. Sinon, il va utiliser comme ça, d'une façon naturelle, ces mathématiques-là, sans qu'il C'est n'en ait rien exactement, à faire. Hein. c'est exactement ce que je voulais dire. Sans qu'il n'en ait C'est-à-dire rien que à faire. l'être humain qui n'a pas conscience de ce C'est pas une fait-là, question de que conscience, Farid, c'est pas une question de mais non, conscience. mais c'est naturel, je veux dire, à la rigueur. Oui, c'est des gestes, mais c'est géré par des mathématiques, que tu le veuilles ou pas. Une fois que les mathématiques ont été découvertes, la physique, bien sûr, et ils ont découvert des mathématiques de cette physique, et ben, les gens commencent à faire des calculs. Et ces calculs ont fait améliorer beaucoup de choses. Les gens
qui géraient leur façon de faire de cette façon-là, et ils ont changé ce comportement parce qu'ils ont eu connaissance d'eux, etc., etc. Et sans plus, hein, Un, c'est pas... un des exemples qui est magnifique de l'utilisation des mathématiques et de leur importance, c'est par exemple les nombres complexes. A plus IB. A plus IB, ça a été inventé parce que normalement, le carré d'un nombre est forcément positif, on est bien d'accord. Ok, moins 2 au carré, ça fait plus 4. Hein. Et puis à un moment, dans des tentatives d'explication de certains phénomènes, on a eu besoin de créer un outil tel que il existait des nombres dont le carré était négatif. Et on a inventé I. I au carré est égal à moins 1. Dans la logique jusque-là, ça ne pouvait pas exister. Mais on avait besoin de ça, de cet outil, I au carré égale moins 1, de manière à expliquer. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on peut faire de la trigonométrie avec les nombres complexes, tout simplement. Et ça nous permet de faire d'autres calculs qu'en utilisant la notation habituelle de la trigonométrie. Voilà, bon. Ça fait partie des choses. Alors, comme le dit le docteur Faudil avec raison, toute la vie de l'individu ne peut pas se restreindre à la mathématique. Ça, c'est clair. Notre vie sentimentale, même notre organisme, il y a des corrélations qui sont faites, qui sont loin d'être mathématiques. Mais beaucoup de choses autour de nous peuvent être expliquées par la mathématique, tout simplement. Sur ces belles paroles de JB, Il y a excuse-moi une minute, il y a Joli Cœur qui te dit complètement d'accord avec Nordine. Il a envie d'une sieste, mais sa réponse est top. Donc, ben, il a envie d'une sieste. la sieste, c'est plus l'heure de la sieste, hein, c'est l'heure d'autre chose maintenant. C'est fini. Écoutez, Allez, mes ciao, amis, bonsoir. je vous dis bonsoir. Allez, bonsoir à tous. Bonsoir à Pagnol, bonsoir à Mahidine, à Farid, à Nourdine, etc. Et bonsoir à tout Merci le pour chat. vos réponses. Allez, Ciao, ciao, ciao. ciao. Bonne soirée.